faut comprendre que les gens sont pas caves. OK? Il y a un concept qu'on appelle la résistance à la vente. Donc, très simple. OK? Tu arrives dans un magasin, il y a quelqu'un qui vient te voir et te dit « Hey, as-tu besoin d'aide? » Automatiquement, tu vas dire « Ah non, c'est correct, je regarde. » Donc, c'est vraiment important dans ton acquisition client que tu sois transparent puis que ce soit authentique. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, épisode 99, on va parler du futur de l'industrie du fitness, où est-ce que ça s'en va dans les prochaines années. Je vais vous partager une couple de prédictions que j'ai. C'est des choses que je pense beaucoup dans les derniers mois. Je pense que c'est vraiment important de se projeter dans le futur, d'analyser où est-ce que s'en va le marché, où est-ce que ça s'en va, l'industrie et tout. Avant qu'on rentre dans le sujet, je veux dire merci à tous ceux qui ont pris le temps de laisser un avis sur Spotify, un 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Merci. Et le podcast est gratuit, ça c'est mon tip, donc il ne va jamais avoir de ads, rien sur le podcast. C'est vraiment, je fais ça pour vous partager ça, puis j'aime ça faire ça, puis j'aime ça votre feedback, fait que n'hésitez pas, moi quand je vois que vous me taguez dans un story ou vous laissez un avis ou un 5 étoiles, tout ça, ça me fait toujours plaisir. Donc c'est ça, on est bientôt à l'épisode 100 la semaine prochaine. Donc on passe ça, prédiction, j'ai mis ça en 4 grands segments. C'est dans le fond les 4 grands segments qu'on a dans notre mastermind. Acquisition, conversion, délivrable et tout ce qui est mindset. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années. Il faut regarder l'industrie dans le passé, puis maintenant, si on regarde dans les 10 dernières années, premièrement, il y a beaucoup d'entraîneurs qui étaient là il y a 10 ans qui ne sont plus là présentement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a vécu un grand changement avec la pandémie, avec l'online et tout ça. Et aussi, là, présentement, il y a l'inflation, il y a du manque de personnel dans tous les secteurs. Il y a aussi tout ce qui est intelligence artificielle qui commence à rentrer. Donc, il va y avoir beaucoup d'adaptations dans les prochaines années, selon moi, dans l'industrie en général. Et ça va être vraiment important d'être avant-gardiste et vraiment de se dire, de penser à ça. Où est-ce que s'en va l'industrie pour toujours être sur le top de la vague, surfer la vague de l'innovation, en fait. Et je pense que si vous œuvrez votre service comme il était il y a 10 ans, présentement, ça ne marche pas. Là, parce que les gens sont rendus à être habitués first à avoir plus. Donc, on va en parler de ça aujourd'hui. Donc, on va commencer avec l'acquisition. Tout ce qui est de l'information, okay? Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations sur Internet. Je pense que ce qui va vraiment fonctionner, puis ce qui fonctionne déjà, c'est vraiment la connexion avec les gens, connecter avec les gens, partager avec les gens, donner votre avis, donner votre opinion, puis être vrai, être vous-même. Même si ça choque des gens, même s'il y a des gens qui vous aiment pas, même si vous des gens qui vous trouvent ci, vous trouvent ça, soyez vous-même. First, c'est pas mal plus simple d'être vous-même. Et deuxièmement, il y a des gens qui vont connecter avec vous, il y a d'autres gens qui vous aimeront pas. Puis c'est comme dans la vie, là, c'est ça en général. Si tu essaies de plaire à tout le monde, ultimement, tu te déplais à toi-même. Et c'est pour ça que depuis une couple d'années, les influenceurs, ça fonctionne aussi bien pour les compagnies, puis les marques investissent massivement dans le marketing d'influenceurs. Pourquoi? Parce que les gens s'accrochent à une personne beaucoup plus qu'à une marque. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes, en tant que propriétaire de votre entreprise, votre influenceur. Donc, agissez de la sorte à ce que on voit qui vous êtes, on voit qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, c'est quoi vos opinions, etc. Tant que c'est toujours en ligne avec votre mission. Je veux dire, dans l'entraînement, votre point de vue politique, ça ne sert à rien vraiment de le dire. Là. Selon moi, en tout cas, là, c'est pas quelque chose qui amène des clients qui... Ouais, donc, on veut toujours être en ligne à aider les gens dans le fitness, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on est capable de faire. Donc, ça, c'est comme le gros concept de l'acquisition. Après ça, tout ce qui est webinaire, publicité, tout ce qui est challenge, tout ce qui est comme stratégie d'acquisition, si on veut, il y a un concept qu'on appelle la résistance à la vente. Donc, très simple. Okay? Tu arrives dans un magasin, il y a quelqu'un qui vient te voir et te dit « Hey, as-tu besoin d'aide? » Automatiquement, tu vas dire « Ah non, c'est correct, je regarde. Okay? » On est habitué à faire ça. Pourquoi? Parce que dans les 50-100 dernières années, les vendeurs ont profité du manque d'informations pour
en bon français, crosser le monde. Right? Donc, ce qui arrive, c'est que là, 50 ans, tu allais acheter une voiture, le vendeur pouvait bien te dire n'importe quoi. Toi, il fallait que tu ailles dans différents dealerships, puis tu te fais ton idée avec ça. Mais maintenant, avec Internet, l'information est partout. Donc, les gens se sont rendus compte qu'ils se faisaient manger la laine sur le dos avec les vendeurs et aussi les méthodes de vente datent des années 40, je pense. On avait fait un podcast avec PA qui avait expliqué ça. Donc, il faut comprendre que les gens sont pas caves, OK? Tu sais, quand tu dis genre... whatever, qu'est-ce que tu dis qui fait salesy sur Internet, les gens le sentent. Donc, c'est vraiment important dans ton acquisition client que tu sois transparent puis que ce soit authentique. Okay? Puis, exemple, tu fais un webinaire, puis à la fin, tu vas faire un pitch. Ben, fais juste le dire au début, genre, que tu vas parler de tes services à la fin, et que si ça fait du sens pour eux, que tu vas leur en parler. Donc, comme ça, on diminue la résistance à la vente. T'sais. Parce que c'est drôle parce que j'ai fait un webinaire il y a peut-être 2-3 mois, au mois de décembre, je pense. Et il y en a peut-être qui étaient là, mais j'ai fait comme un pitch. Vraiment dire que genre j'ai une offre spéciale pour eux, blablabla, vraiment dans les règles de l'art d'un pitch de webinaire. Mais ultimement, je pitchais rien. Dans le fond, je donnais une consultation one-on-one avec moi de 30 minutes. Et au moment, dans le fond, j'utilise un logiciel qui s'appelle Webinar Jam, puis je vois le monde en direct, puis je vois les courbes, puis le monde qui déconnecte, etc. Puis je me souviens plus combien de pourcents, mais genre presque 50% du monde ont débarqué du webinaire quand j'ai commencé à entamer mon pitch. Et là, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, OK, ça marche plus, là, ces genres de pitch-là. Ça marchait peut-être avant, mais les gens ont tellement écouté le webinaire que là, ils sont comme, OK, ils vont me vendre de quoi. Puis là, ben, dans le fond, ça brise la confiance. Okay? Fait que si tu commences tes trucs en disant, genre, je vais te proposer quelque chose à la fin, si ça fait du sens pour toi, mais ça t'engage à rien. Là, fait que vraiment, d'y aller de penser de qu'est-ce qui est résistance à la vente, de limiter ça le plus possible. Comment tu peux être complètement le contraire d'un vendeur, mais d'amener les gens à la prochaine étape? Okay, qui va être un appel avec toi, etc. Peu importe c'est de la façon que c'est quoi ton système de vente que tu as actuellement. T'sais. Parce qu'ultimement, faut que si tu veux que les gens aient des réels résultats, il faut qu'ils achètent tes services. Okay? Les gens, quand tu donnes du gratuit aux gens, ils passent pas à l'action. Okay? Quand tu payes, tu portes attention. Donc, c'est vraiment important qu'ils fassent affaire avec toi. C'est vraiment deux concepts de dire, OK, ben avec mon contenu, avec ce que je fais sur les réseaux sociaux, je veux connecter avec les gens. Je veux partager des trucs, je veux partager mes apprentissages, mes histoires, les histoires de mes clients. Vraiment rendre ça humain. Et ensuite de ça, de diminuer la résistance à la vente le plus possible quand on fait des pitchs, quand on veut, on fait des promotions, des offres, etc. Donc, rendre ça le plus humain possible. Ça, c'est vraiment là, les deux concepts clés que je vois dans les prochaines années qui vont être ultra, 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 ultra importants. Au niveau de la conversion, donc la vente, comme je disais tantôt, si les gens n'investissent pas, ils ne vont pas être engagés. Okay? On a tous donné déjà des trucs gratuits à plein de monde. Les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils ne sont pas engagés monétairement. Plus tu t'engages monétairement, plus tu vas être engagé dans le processus. Si tu payes 1000$ par mois pour un plan d'entraînement, je te garantis que tu vas le suivre, ton plan d'entraînement. Right? Au niveau de la vente, c'est juste un concept simple de la résistance à la vente. Les méthodes de vente qui datent, qu'on se fait enseigner par XY Guru sur Internet, ce qui arrive avec ça, c'est que c'est beaucoup dans la confrontation puis dans l'extraverti. Okay? Moi, je suis un gars ultra introverti. J'aime pas ça le conflit. Et pour moi, la vente, ça a tout le temps été comme j'aimais pas ça avant parce que c'était un combat, genre de comme je vais vaincre les objections, puis là, je vais essayer de le pogner dans le tournant, puis j'aimais pas ça. C'était pas de quoi qui faisait du sens pour moi. Et maintenant, ce qu'on enseigne dans notre mastermind, c'est vraiment de trouver des solutions avec les gens et de travailler surtout dans le troisième niveau de communication, qui est de faire des réalisations aux gens. Des fois, dans notre canal Slack de vente, les gars vont partager des messages qu'ils ont reçus, puis des fois, la personne n'a pas signé avec nous parce que ça faisait pas de sens pour elle, dans le fond, puis qu'elle n'avait pas besoin de ça. Mais elle écrit un message à nos gars de vente en disant genre « Hey, wow, pour vrai, merci, tu m'as tellement ouvert les yeux sur plein de choses au niveau de mes objectifs physiques, tout ça. Écoute, ça n'a pas marché avec vous autres, mais genre, merci du call, ça a vraiment été un game changer pour moi. T'sais. Et ça, c'est ça qu'on va avoir comme impact dans la vente. On veut amener la réalisation de changement. Et si les gens ne sont pas prêts à changer, à un moment donné, il ne faut pas leur tordre un bras pour faire affaire avec toi. Là. Comme, ils ne veulent pas changer, ils ne sont pas assez sérieux ou c'est pas assez deep, qu'ils aillent voir ailleurs ou qu'ils fassent par eux-mêmes. Parce qu'ultimement, si les gens ne sont pas engagés à 100 000 à l'heure dans le processus de changement, ils vont commencer le service avec toi, puis ils vont vouloir annuler ou vont te ghoster ou ils ne reviendront pas. Donc, puis, le concept de se battre puis de vaincre les objections,
si tu fais bien ta job de communication, puis de parler avec la personne, puis de poser les bonnes questions, surtout au niveau du troisième niveau de communication, les gens n'auront pas d'objection à la fin. Il va y avoir deux types d'objections, la peur et la logistique. La logistique, c'est OK, mais là, je m'en vais en vacances, fait que là, OK, mais on pourrait pas commencer là, mais tu sais, c'est juste, là, il y a comme de la logistique, carrément, qu'il faut juste comme trouver une solution ensemble, ou genre, ah, mon horaire, c'est un peu compliqué, ou à côté budget, tu vois, j'aurais genre tant de montant, mais je suis peut-être capable d'aller te couper là. Fait que là, les gens tombent en mode solution. Mais ça, c'est logistique. Puis l'autre, c'est la peur. La peur de l'engagement, la peur qu'ils n'ont pas à 100% confiance en eux. Donc là, c'est les deux seuls types d'objections que tu peux avoir à la fin. Je vais y penser, c'est pas une objection, là. C'est que vous avez mal fait votre job. Quand quelqu'un finit en disant « je vais y penser », vous avez manqué votre appel. Je vous invite fortement à réécouter vos appels si vous êtes en bureau. Puis là, il y a du monde « ouais, mais moi je le fais en bureau. Arrange-toi pour enregistrer ton appel. Enregistre ton cellulaire, ouvre un Zoom, whatever. Trouve des solutions. Okay? Les gens qui réussissent trouvent des solutions. Les gens qui ne réussissent pas trouvent des problèmes. Donc, gardez ça en tête. Fait qu'au niveau de la vente, c'est vraiment d'axer communication, d'axer poser les bonnes questions, puis que la personne réalise par elle-même, fasse elle-même les réalisations, puis ça part de poser les bonnes questions. Et d'écouter. Un vendeur, là, ça va écouter 90% du temps. Bon, OK. On va faire la distinction entre un vendeur et un closer. Okay? Un vendeur, j'arrive, je veux aller m'acheter une télé. J'arrive, il y a deux types de télé. La personne arrive, ah, qu'est-ce que tu cherches? Une télé. C'est quoi la différence entre ça? Il va juste me servir. Okay? C'est comme un serveur ou une serveuse. Right? Je vais dire, OK, je veux ça. Il va peut-être me upsell un petit peu, mais c'est vraiment un vendeur. Un closer, c'est quelqu'un qui va être capable de vraiment s'adapter à tes besoins puis de te vendre ce que tu as besoin et non nécessairement ce que tu veux. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment créer le gap entre où est-ce que tu es et où est-ce que tu vas aller et qui va t'offrir la bonne solution pour toi, qui va poser les bonnes questions. Donc, vraiment la distinction, vous devez devenir un closer. Okay? Puis jusqu'à un certain moment donné, sérieusement, la vente, c'est une des dernières affaires que vous devriez déléguer. Donc, concept clé de ne pas être salesy, de penser au concept de résistance à la vente, de poser les questions, de s'intéresser à la personne, d'écouter, réécouter vos appels, ça, c'est l'affaire la plus simple. Puis bâtissez-vous un framework. On a parlé avec PA de ça dans des podcasts qu'on a fait ensemble sur le groupe Acquisition Conversion, sur notre groupe Facebook. Là, on a fait des coachings aussi là-dessus, fait que vous pouvez aller écouter ça. Troisième point, le délivrable. Donc, comment qu'on délivre notre service. Puis là, je vais peut-être en choquer une coupe, OK? Mais moi, je crois fortement que l'entraînement privé one-on-one, c'est vous à l'échec. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes là depuis 5-10 ans dans le domaine, si je vous demande qui de vos clients ont eu le plus de résultats, est-ce que c'est les gens qui s'entraînent le plus souvent avec vous ou c'est les gens qui s'entraînent moins souvent avec vous? Et on va se rendre compte qu'il n'y a pas de corrélation entre les gens qui s'entraînent plus souvent et les gens qui s'entraînent moins souvent. Le one-on-one, ce qui arrive avec ça, c'est que les gens deviennent dépendants, surtout pour du 4 à 5 fois par semaine. Les gens deviennent dépendants et si vous n'êtes pas là, ils ne s'entraînent pas. Ça, vous l'avez sûrement déjà vécu. Moi, je l'ai vécu dans le passé. Je m'en vais en vacances. Puis là, mon client, mais là, je vais faire quoi? Ben, va t'entraîner tout seul. Ah non, mais j'ai besoin de quelqu'un, moi. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un avec moi, sinon, je ne vais pas. Fait que là, ce qu'on crée, là, c'est une dépendance au coach. Puis moi, je me souviens, il y avait un client que j'avais, là, ça faisait 10 ans qu'il s'entraînait avec un entraîneur privé 4-5 fois par semaine. Mais il n'y avait pas de résultat. Il ne changeait pas. Parce que, dans le fond, là, il faisait rien par lui-même. Il était dépendant d'un trainer. Puis quand je me souviens plus comment ça qu'il est plus avec nous autres, il était voir un autre trainer, encore la même chose, puis présentement, peut-être qu'il fait encore la même chose. Donc, est-ce que c'est réellement de l'aider, ça? Ou c'est de le rendre dépendant? Donc, c'est vraiment de la façon que je vois ça. Beaucoup de séances d'entraînement privé dans une semaine pour un client sur le long terme. C'est voué à l'échec pour le client. Okay? Parce que c'est ce qu'il veut, mais c'est vraiment pas ce qu'il a besoin. Okay? On doit rendre les gens autonomes pour qu'il y ait des résultats. Parce que vous savez, là, c'est pas dans le gym que ça change de quoi. Là. C'est toutes les 23 heures autour. Là. Donc, pourquoi que ça, l'entraînement privé one-on-one, on les rend dépendants, ça va complètement à contre-courant de ce qu'on veut créer. On veut créer du monde autonome. Moi, là, je veux que les gens, après 2 ans, là, ils s'en aillent sur leur bord et sont capables de faire les affaires. Ou qu'on ait un suivi, qu'on optimise leur entraînement, leur nutrition, mais qu'on ait juste des touch points avec eux. Là. C'est ça le but. Là. On veut rendre le monde autonome, le monde qui comprenne qu'est-ce qu'ils font, qui ait les meilleures connaissances, qui soit capable de connaître leur corps, comment ça fonctionne, puis de s'adapter à tout ça. Puis moi, c'est vraiment mon thinking de ce côté-là. Deuxième chose, pourquoi l'entraînement privé, c'est voué à l'échec?
Je sais pas s'il y en a qui écoutent, ça fait longtemps qu'il fait ça, mais moi, je vais vous dire, après 5-6 ans de faire du one-on-one dans le gym, 30-40 heures par semaine, j'étais complètement brûlé. Puis ça, je parle pas de faire... Parce qu'il y a tout le temps un niveau de standard. Si tu es en train de faire de l'entraînement privé, tu es à côté de sa machine de cardio pendant que ton client il fait du cardio, puis tu textes, je peux comprendre que tu es capable de faire 8 clients par jour non-stop. Là, right? Sauf que si tu es vraiment là à 100%, tu corriges le client, tu es là pour le motiver, tu es là vraiment pour qu'il aille chercher les reps de plus, qu'il fasse bien son mouvement. C'est ça l'entraînement privé selon moi. C'est drainant. C'est extrêmement drainant. C'est drainant. J'ai rien à rajouter. Si vous l'avez fait, vous savez exactement ce que je veux dire. C'est drainant émotionnellement. Tu as tout donné pour ces gens-là. Puis à la fin de la journée, tu arrives, tu es claqué raide, tu es brûlé. Puis là, après ça, ben, tu sais, si tu veux bâtir une famille, si tu veux passer du temps avec ton chum, ta blonde, ta famille, comme là, OK, il faut que tu donnes encore de l'énergie émotionnelle, etc. Donc, c'est pas sustainable sur le long terme pour les trainers. Il y en a que oui, que ça les énergise de voir du monde. Il y a un de mes collègues qui était au gym où est-ce que j'étais avant, on remonte le 8-9 ans, qui m'a dit, on s'est parlé il y a peut-être 6 mois, puis il était comme, moi pour vrai, je suis pas capable, genre ça me prend du privé, là. J'adore ça, j'en mange. Si je fais du bureau ou je fais du online, whatever, je déteste ça. Là. Moi, ça me prend du contact humain, puis c'est super. Mais il faut comprendre que sur le long terme, si vous avez 30 ans, là, il vous reste 30 ans à travailler, là, théoriquement. Là, peut-être vous allez être capable d'apprendre whatever, c'est quoi vos plans. Là. Mais l'affaire, c'est que si vous dites est-ce que je suis capable de faire l'entraînement pendant 30 ans? Ouf, non. OK, parfait. Fait que là, on va trouver des solutions. On va engager du monde qui vont le faire à notre place. Parfait. Mais eux, dans 2, 3, 4, 5 ans, tu penses pas qu'ils vont avoir le même thinking que toi, qu'ils vont regarder dans les 20-30 années qu'il leur reste à travailler, ils vont se dire « je peux pas t'offrir ça, là, à un moment donné. » Puis en plus de ça, c'est quoi les plages horaires? C'est souvent le matin puis le soir. Puis là, tu te retrouves avec 12 heures au gym, non-stop. Donc, c'est pas sustainable pour les coachs de faire de l'entraînement privé. Ça l'est pour un court laps de temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être. Mais tôt ou tard, c'est trop demandant d'être là. Fait que c'est pas bénéfique pour les coachs, c'est pas bénéfique pour les clients. Right? Au niveau de la profitabilité, au niveau de l'entreprise, c'est la chose la moins profitable. Quand tu es solo, c'est sûr, tu es comme, je charge 100$ avec le client, fine. Après ça, quand tu n'es plus capable, tu en fais trop, tu te dis, il faudrait que je délègue parce que je peux pas continuer à faire ça, puis je veux faire d'autres choses que juste faire du privé et être complètement drainé émotionnellement tout le temps. Ben là, tu vas mettre du monde à cette place-là. Fait que là, tu vas les payer peut-être 20$ en commençant, peut-être 25$, peut-être monter ça à 30$, peut-être 35$ à un certain moment donné pour leur offrir l'opportunité de croissance, si tu as des niveaux de trainer après une couple d'années. Mais là, tu charges 100$ de l'heure. Donc là, tu as 25$ de l'heure, plus les DAS qui viennent peut-être à 35$ de l'heure. Puis là, tu as quelqu'un, là, tu délègues l'administration parce que tu as besoin de faire de l'admin de tout ce beau monde-là. Puis là, dans le fond, tu vas te rendre compte que tu as peut-être 25%, 30%, 50% peut-être de marge de profit sur du privé. Puis tu vas te rendre compte que tes entraîneurs capent très vite parce qu'ils ne peuvent pas prendre plus qu'un certain nombre de clients. Comme au-delà de 40 heures de privé par semaine, pour vrai, c'est overkill. C'est vraiment pas beaucoup de monde qui peuvent faire ça, surtout pas sur le long terme. Donc, c'est pas bénéfique pour le client, c'est pas bénéfique pour le team, c'est pas bénéfique pour l'entreprise. Donc, selon moi, il n'y a rien de bénéfique à builder beaucoup d'entraînement privé. Je dis d'éradiquer complètement l'entraînement privé. Non. Il y a des bénéfices à ça. Je suis all-in pour prendre du temps avec les gens, corriger leurs mouvements, s'assurer que tout est beau, les pousser à l'échec musculaire. Sauf que c'est plus le concept d'avoir de l'entraînement privé tout le temps. 3, 4, même une fois semaine, tout le temps. Peut-être avoir un bloc de pendant 3 à 6 mois quand le client commence avec vous, qui peut vous voir plus vite, plus souvent. Après ça, changer ça, diminuer. Mais bref, c'est plus un concept que je vous amène. C'est vraiment mon opinion personnelle, puis je vous invite à faire votre propre opinion. Là. J'ai vraiment pas la vérité infuse. Mais je vois vraiment une différence. Nous, depuis l'année passée, chez Quantum, on a enlevé l'entraînement privé. Puis, dans le fond, les gens ont plus de résultats qu'il y en avait avant. Les coachs sont capables de prendre plus de clients parce que c'est surtout du suivi. Les coachs sont moins brûlés. Ils aiment plus leur job. Ils ont plus de flexibilité dans leur horaire. Puis cette année, on est en train de faire des changements aussi pour que ça soit encore plus flexible au niveau de leur horaire. Puis l'entreprise est beaucoup plus profitable. L'année passée, on était 14, dont 2 personnes part-time. Cette année, on a fini l'année à 11 personnes? 12? Je ne me souviens plus exactement. Mais qu'on avait du monde de moins, mais on a fait 29% de chiffre d'affaires de plus. En étant beaucoup plus profitable qu'on l'était.
Puis ça, c'est juste en coupant l'entraînement privé, entre autres. On a fait d'autres changements, là, mais d'autres optimisations. Mais juste pour vous dire que je me rends compte avec le temps qu'il y a une limite à l'entraînement privé. Puis dans le fond, c'est pas vraiment d'aider le monde, de leur donner de l'entraînement privé. Fait que moi, c'est mon thinking au niveau du délivrable. Après ça, comme je vous dis, faites votre idée. Vous pouvez être en désaccord avec moi. Puis si vous voulez qu'on en jase, écrivez-moi sur Instagram. On peut en parler. Mais c'est ça. Aussi au niveau du délivrable, je pense qu'avec tous les outils qu'on a online, il y a vraiment moyen de vraiment aider le client puis de le supporter dans sa semaine plutôt que juste d'avoir 1 heure, mettons, 4 fois semaine dans sa semaine ou whatever. D'où est-ce que je vois que ça s'en va, c'est vraiment une formule hybride. D'avoir, oui, des rencontres clients, parce que c'est important la connexion, mais aussi d'avoir du support online, d'avoir du support avec la communauté aussi. On adore ça faire partie des groupes, right? On adore ça faire partie de la tribe et c'est ça qu'il faut créer dans votre écosystème de votre entreprise, avec les clients, avec les membres de l'équipe aussi. Donc, juste penser à ça, tu sais, comment je peux amener un aspect de communauté à travers ça. 4e point, mindset et entrepreneurship. Ce point-là, dans le fond, vous savez à quel point c'est important le mindset. Ta croissance d'entreprise va suivre ta croissance personnelle. La seule affaire que je vais rajouter sur la croissance personnelle, c'est que c'est quelque chose qui est ultra populaire présentement. Les coachs de développement personnel, les formations de développement personnel, etc. Puis c'est super bon. Okay? La seule chose, c'est qu'il n'y a pas aucun livre qui va vous aider autant que de passer à travers des épreuves. Puis l'entrepreneuriat, selon moi, c'est le plus gros programme de développement personnel qui existe. Parce que tu es toujours confronté à tes décisions, à ton manque de communication, à ton manque de clarté, à X, Y, Z. Tu es toujours confronté à ça parce que si les clients ne font pas ce que tu dis, ben guess what? C'est de ta faute. Si tes membres de ton équipe ne sont pas motivés, ils font pas ce que tu leur dis, c'est de ta faute. Donc, c'est vraiment, selon moi, comme le meilleur programme de développement personnel, ça, puis avoir des membres de ton équipe, d'engager des gens. Sérieusement, c'est l'affaire qui m'a le plus fait évoluer, puis m'a fait plus de réflexion dans les dernières années. Puis, côté entrepreneurship, ce que je voulais ajouter, c'est que présentement, il y a du monde qui cherche des entraîneurs pour travailler avec eux. Ce qui va arriver dans les 2, 3, 4 prochaines années, selon moi, c'est que là, on a vu avec la pandémie, avec tout ce qui se passe, on a vu une forte croissance au niveau des entraîneurs à leur compte. Donc, tout le monde est entraîneur à leur compte, tout le monde fait du online coaching, tout le monde part à son compte, bâtit une business, etc. Puis c'est super, je suis all about l'entrepreneuriat, sauf que c'est vraiment pas pour tout le monde faire ça. Okay? C'est tough, en crise, en bon français. C'est vraiment pas tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui va être heureux là-dedans. Puis ça, c'est important parce que si tu trouves ça dur, puis tu trouves que c'est l'enfer être à ton compte présentement, puis que tu viens de commencer, c'est comme la première année, c'est là que ça va le mieux. Là. C'est quand tu commences à croître, puis là que tu te rends compte que là, si j'ai pas la comptabilité, là, si, là, ça, tu sais, comme les 5 à 10 premières années, c'est l'enfer. Mais si tu aimes ça, tu vas passer à travers. Right? Puis tu vas aimer le challenge. C'est comme une préparation de bodybuilding. C'est exactement pareil. C'est chiant quand t'es dedans. Puis tu tripes pareil, mais Colin qu'il y a des journées que c'est tough. Mais t'es fier de toi à la fin de ta journée. Puis plus t'avances, puis comme quand t'atteins ta meilleure shape, puis quand tu montes sur le stage, puis c'est toutes des étapes que t'es fier de toi, puis il y a un gros sentiment d'accomplir des choses, puis de créer. OK? Sauf que c'est vraiment pas pour tout le monde. Puis, tu sais, vous êtes parfois mieux d'être le numéro 2 dans une compagnie que d'être le numéro 1 tout seul dans votre compagnie. Right? Ou d'être le numéro 3. Je veux dire, si on regarde le numéro 2 ou 3 ou même le numéro 10 chez Google, là, il gagne extrêmement bien sa vie puis il doit faire ce qu'il aime quand même. Right? Donc, la bonne nouvelle pour ceux qui vont être là encore dans 5 ans, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont chercher de l'emploi pour être des numéros 2, des numéros 3, des numéros 4, des entrepreneurs à l'intérieur des entreprises. Puis ceux qui commencent, pensez à est-ce que c'est vraiment ça que je veux, puis est-ce que je suis prêt à me dédier corps et âme pendant 10 ans, à sacrifier plein d'affaires, là, à sacrifier votre cercle social, à sacrifier les dépenses que vous allez faire, à sacrifier les voyages, à sacrifier du temps. C'est tout ça l'entrepreneuriat, parce que sinon, vous n'allez pas survivre. Parce que le cadran du cash flow, vous connaissez peut-être de Robert Kiyosaki. Dans le fond, le cadran, c'est qu'en haut à gauche, tu es employé. En bas à gauche, tu es travailleur autonome. En haut à droite, tu es business owner. Puis en bas à droite, tu es investisseur. Puis dans le livre, il dit la pire place à être, c'est dans le travailleur autonome.
Puis quand j'ai lu ça en 2015-2016, j'étais travailleur autonome, puis je me disais, ben voyons donc. Voyons, c'est donc ben le fun, j'ai pas de boss. Mais finalement, les boss, c'est tous mes clients, mes boss. Fait que, mais quand tu pars en vacances, t'es pas payé. Quand t'es malade, t'es pas payé. Quand tu veux prendre du temps off, t'es pas payé. Puis c'est toi qui règle tous les problèmes. Donc, faut que tu t'en ailles le plus vite possible de cette position-là. Fait que soit tu restes employé, mais tu deviens un entrepreneur, un top, puis tu te fais payer un très très bon salaire, un 100 000, 150 000 par année, peut-être même d'avoir de l'équité dans des business, dans le coaching, ou que tu t'en vas business owner, ou que tu pile, puis t'investis dans d'autres choses, puis tu vas faire l'immobilier ou whatever, qu'est-ce que tu as le goût de faire avec ça, mais c'est vraiment ce concept-là de l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais présentement, c'est à la mode, puis c'est donc bien cool, mais c'est pas si cool que ça, right? C'est dur, c'est difficile, puis ça demande beaucoup de sacrifices. Puis si tu es prêt à faire ça, je t'encourage fortement d'y aller all-in, mais fais rien à moitié, ok? Parce que sinon, tu vas juste être déçu des résultats que tu vas avoir. Donc, c'est ça. Fait que juste de comprendre ce concept-là au niveau de l'entrepreneuriat, que pour ceux qui vont être là dans 5 ans, qui vont scaler comme des malades dans 5 ans, il va avoir la job. Pour ceux qui se rendent compte que, dans le fond, c'est vraiment pour moi. Comme vous êtes bien mieux d'être un numéro 2 dans une entreprise, d'aller entrepreneur puis de scaler avec un entrepreneur puis de bâtir de quoi d'extrême avec ça. Donc, c'est ça mon petit talk aujourd'hui. Donc, j'ai parlé d'acquisition, de conversion de délivrable puis qu'est-ce qui est de mindset. J'aimerais ça vous entendre. Écrivez-moi sur Instagram. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sur ça, on se parle dans un prochain podcast. Bye!